Il est 9h18, la laïcité fait l'objet de tensions, on l'a dit. Et on va tout vous expliquer avec ce livre de la laïcité en France aux éditions Grasset avec Patrick Veil qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, historien, directeur de recherche au CNRS et fondateur et président de l'ONG Bibliothèques sans frontières. Oui, parce qu'on en parle tout le temps, en permanence, dans le débat de la laïcité, sans savoir précisément, non mais c'est vrai, d'où elle vient, comment elle a été mise en place et lors de la mise en place avec beaucoup de difficultés. C'est ce que vous avez voulu retracer à travers votre livre. Hein. Oui, parce que en fait, on ne connaît pas bien. D'abord, le moment. Le moment, c'est quand même quand on fait la loi de 1905, qui est une loi de séparation des églises et de l'État. Avant 1905, les Français payaient les salaires des évêques, des curés, des rabbins, des pasteurs. Donc la séparation, ça veut dire, voilà, ils sont libres, mais l'État se libère de cette charge, et l'État se libère de son lien spirituel avec l'Église catholique. Donc devient totalement neutre. Voilà, devient totalement neutre. Areligieux, comme dit Aristide Briand. Voilà. Il ne s'occupe plus de religion. Ministre à l'époque. Hein, voilà. Il va devenir ministre. Il n'est pas ministre. Il est d'abord 2 ans rapporteur. Il fait un travail formidable en relation avec l'Église catholique pour que tout se passe bien. Tout se passe très bien, la loi est très bien ciselée, le Sénat l'adopte, et puis patatras, Clémenceau dit, tout était prévu, c'est ce qui est arrivé, le pape rejette la loi et appelle l'ensemble des catholiques à la rejeter, à se mettre dans l'illégalité. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a 2 morts, on fait les inventaires, 2 morts. À l'archeté, et presque à la guerre civile. Presque à la guerre civile, il est prêt à la guerre civile. Donc, le gouvernement tombe, et on fait appel à deux ténors de l'époque, 2 hommes de poids, Aristide Briand qui a fait la loi et Georges Clémenceau, ministre de l'Intérieur. Anticlérical total. Anticlérical, mais ils se disent on va contourner le pape. On va s'assurer que tous les catholiques de bonne foi, c'est le cas de le dire, ceux qui veulent aller à la messe, ceux qui veulent prier Dieu dans la paix civile, puissent le faire. Mais les évêques, les curés qui appellent à la guerre civile, alors là, ils font des menaces contre les enfants. Si vous allez étudier à l'école publique dans certains livres, vous serez privé de première communion. Les parents sont privés de confession et des sacrements. Donc, toutes ces menaces-là, c'est prévu par la loi. Ils poursuivent les curés, ils les font condamner. Il y a le cardinal de Bordeaux qui est condamné. C'est quand même pas rien. C'est pas rien par le tribunal de sa ville. Et tout ça, finalement, finit par se calmer, même avant la guerre de 14, qui va faire après l'Union sacrée. Mais toute cette période de grands conflit qui dure combien de temps? 6 ans. 6 ans, 1906-1912, voilà. Est totalement zappé. C'est une amnésie collective. Et même les instruments là, dont je vous parle, dans les débats d'aujourd'hui, là, vous savez qu'il y a la loi. On interroge les 2 ministres, M. Darmanin et M. Dupond-Moretti. M. Darmanin, il dit l'article 35 qui permettait de. Il n'a jamais été appliqué depuis le vote de la loi. Des centaines de fois, il a été appliqué. Alors, on rappelle ce qu'est cet article 35. Si un ministre du culte appelle des citoyens à se soulever contre d'autres citoyens, ou appelle à la sédition, etc., il est condamnable, même pour complicité. Bon, regardez l'affaire Paty. On a découvert. C'est d'ailleurs un peu ce qui a déclenché mon livre, parce que l'affaire Paty, évidemment, ça m'a complètement traumatisé, comme beaucoup de Français. Mais après, ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est que le ministre de l'Intérieur, de l'Éducation, avait annoncé qu'ils allaient faire un débat à la rentrée, puis la veille du débat, annulé. Comme si les profs n'avaient pas les moyens d'expliquer aux élèves la laïcité. C'est ce qui se passe d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment les moyens. C'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, un truc super clair pour que tout le monde... Quand vous dites ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, c'est-à-dire ils n'ont pas les instruments intellectuels. Quoi. Oui, parce que moi avec Bibliothèques sans frontières, on a fait des vidéos pour les jeunes qui sont très bien, mais je me suis rendu compte que c'était bien pour les élèves, mais les profs, il leur fallait plus. Et comme les parents, les adultes, voilà. C'est ce que j'ai voulu faire, un truc très clair, que tout le monde puisse lire et comprendre. Mais vous dites que les élèves perçoivent la laïcité comme un catéchisme vide de sens. Alors écoutez, on a depuis les attentats de 2015, moi j'ai assisté à ça. On réunit les grandes salles des lycées et on fait un discours, un peu comme un sermon. La laïcité, c'est le vivre ensemble, c'est la fraternité, le respect, la citoyenneté, etc. Mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais on comprend rien. D'ailleurs, nous-mêmes, on comprend rien. Mais ça marche comment ? En fait, la laïcité, c'est le régime d'un régime juridique qui permet d'organiser les relations entre les citoyens, le groupe religieux et l'État. Mais qui n'est pas contre la religion ou les religions. Du tout, puisque Clémenceau, qui était le plus anticlérical, vous l'avez dit, il dit
croyant a le droit d'être respecté. La laïcité organise des espaces différents qui permettent à chacun d'être respecté. L'État est neutre. Après, vous avez le lieu de culte, on applique la règle du culte. Vous avez chez vous, vous faites ce que vous voulez. Puis après, il y a tout le reste où là, il y a des bagarres. Oui, par exemple, je raconte l'histoire des cloches. Bon. Parce que les cloches, ben voilà. Oui, alors il y a eu un énorme débat, bien sûr, à l'époque. Devant les tribunaux. On arrête de les faire sonner ou pas. Les cloches sonnaient à 5h du matin. Alors il y avait des gens qui disaient, bon, vous pourriez peut-être sonner un peu plus tard. Le maire essayait de faire des arrangements. Alors le maire disait 7h. Bon. Alors les curés allaient devant le tribunal, et puis voilà, puis ça s'est finalement arrangé. Le gouvernement brillant, il soutenait plutôt les maires. Pas avant 7h, voilà. Bon, c'est pour ça que les cloches ne sonnent pas à 5h du matin. Bon. Merci. Parce qu'il faut aussi respecter ceux qui ne vont pas à la messe. Bon. Et les processions aussi. Voilà, pareil. Voilà, ça a été des batailles. Oui, les processions. Pourquoi on a eu ce débat à l'époque en 1905 la Révolution avait quand même un siècle déjà où il y avait. Oui, mais la Révolution avait maintenu le rôle de l'Église catholique après des tentatives diverses. Mais le catholicisme restait la religion de référence de l'État français. Oui. Voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que les Français basculent pour la séparation à la suite d'un grave incident diplomatique que je raconte. Le président français Loubet est invité à Rome par le roi d'Italie, il y va, le pape ne veut pas le recevoir, et ensuite le pape envoie une lettre secrète à tous les souverains catholiques d'Europe pour dénoncer Loubet qui, en tant que président catholique, aurait dû obéir au pape. Et c'est le prince de Monaco qui fait fuiter la lettre à Jaurès, qui est le patron du journal L'Humanité, qui publie la lettre. Alors là, la France bascule en disant non, ça suffit. Les Français, la laïcité, c'est la souveraineté de la République. Voilà. C'est les églises doivent obéir aux lois de la République. Et c'est aussi ça la laïcité. Mais vous dites aussi que c'est suite à l'affaire Dreyfus, Dreyfus qui était de confession juive, et finalement, le pape s'est mêlé de cette affaire. Alors, bon, c'est suite à des tas de trucs, mais l'affaire Dreyfus, c'était la dernière occasion où l'Église était contre la République. Elle voulait la monarchie ou l'Empire, donc déjà, il s'était mêlé de ça. Voilà. Et c'est ça que Briand dit. Quand, voilà, la religion, il y a deux dimensions. Il y a ceux qui a prié Dieu, etc. Ça, c'est parfait. On doit respecter ce qui est sacré pour les citoyens. Mais quand, au nom de la religion, on se mêle de politique, alors là, l'État intervient. Mais ce qu'on a oublié depuis des décennies, c'est que pour protéger ces libertés-là, la liberté de croire ou de pas croire pour chaque citoyen, ou de porter des signes d'ailleurs, si la loi le permet, ou se protéger de l'intrusion de la religion dans les affaires d'État, il y a des dispositions pénales prévues par la loi qui avaient été totalement zappées. Donc, reprenons sur l'affaire Paty. On découvre que l'imam de la mosquée de Pantin avait posté sur la page Facebook de la mosquée une vidéo qui a probablement contribué à son assassinat. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Il ferme la mosquée, il ne poursuit pas l'imam. Attendez. Et alors que c'était prévu par la loi de le poursuivre. Voilà, c'est ça que je rappelle dans le bouquin. Toutes ces dispositions qui ont même été oubliées par le gouvernement. Voilà, si on appliquait la loi avec toutes les dispositions qui sont déjà en place, on pourrait combattre exact. D'une on aurait pu manière. Depuis des dizaines d'années. Il fallait renforcer les dispositions parce qu'elles datent de 1905, elles sont un peu vieilles. Il faut rajouter les réseaux sociaux, etc. Mais vous voyez, toute la structure, elle était là. Ils avaient tout vu, c'est une loi très moderne. Et puis, il y a eu l'affaire de Creil, bien sûr, quand même, on va y revenir dans un instant, juste après la pause, parce que c'est peut-être le début aussi d'un basculement où on commence à reparler de la laïcité, alors qu'auparavant, on l'évoquait très peu, finalement. Allez, on voit ça dans un instant avec vous, Patrick Veil, de la laïcité en France, aux éditions Grasset. Et vos appels, 0826 300 300. Alors, vous voulez poser vos questions, être éclairé sur cette laïcité, et aujourd'hui, comment peut-elle évoluer? Est-ce qu'il y a besoin d'y toucher d'une manière ou d'une autre? Et peut-être, évidemment, qu'il se pose des problèmes de cohabitation aussi avec les religions. Ça, c'est vrai. Donc, il y en a énormément. Pas de tabou. Parlons vrai sur Sud Radio. Jusqu'à 10h. Allez-y. À tout de suite, 9h27. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Vous voulez tout savoir sur la laïcité? Il y a ce livre de la laïcité en France aux éditions Grasset par Patrick Veil. Et vos appels au 0826 300 300. Oui, alors on le disait tout à l'heure, et pour les auditeurs qui nous rejoignent, c'est à la suite de l'affaire de la décapitation de Samuel Paty que vous avez décidé d'aller faire des recherches vous-même. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche justement au CNRS, pour voir ce qu'était cette
loi sur la laïcité qui existait déjà. Vous avez le sentiment que les politiques ne l'utilisent pas bien, la connaissent mal ou quoi? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu cette tension terrible avant la guerre de 14, oui. Et puis après, c'était tellement calme qu'ils ont oublié la loi. Vous comprenez, comme ils ne l'utilisaient pas. Et puis arrive un nouveau paysage, c'est-à-dire dans les années 70, un stade, voilà, c'est ça. Voilà. Et à ce moment-là, il aurait fallu qu'ils s'y remettent, en quelque sorte. Ils ont mis du temps. Voilà. C'est-à-dire que, au lieu de se dire, bon, allez, reprenons, allez aux archives. C'est à l'époque qu'il fallait aller aux archives et tout ça. Eh ben non, ils ont pas bien travaillé. Et on s'est un petit peu perdu, quoi, voilà, résultat. Voilà, alors que tout y était. Tout y était. Tout y est encore, d'ailleurs. Tout y est vous encore, voyez. Vous parliez de l'affaire de Creil, c'est prévu. C'est-à-dire, s'il y a des pressions pour vous faire porter un signe, vous en empêchez, la personne peut être condamnée à la prison. Alors, ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher aujourd'hui, clairement, le port du voile, par exemple. Attendez, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait partie de la commission, qui s'appelait Commission Stasi, qui a proposé l'interdiction des signes ostensibles dans les écoles. Pourquoi on l'a proposé? Pas à cause du... C'est pas à la loi de dire voilà ce que veut dire le voile, etc. Ça, c'est pas possible. En revanche, ce qu'on voyait, c'est qu'à l'époque, le voile était autorisé dans les écoles. Bon, il y avait des groupes de garçons qui allaient voir des filles qu'ils ressentaient comme étant musulmanes en leur disant regarde, ta sœur le porte, elle a fait le choix de le porter, donc toi, ça veut dire que tu as fait le choix de ne pas le porter, puisque tu as le droit de le porter. Donc si tu ne le portes pas, c'est que tu es une mauvaise musulmane, c'est que tu es une pute, etc. On va s'occuper de toi. Et non, mais c'est vrai, et les mots sont crus. Là, je vous dis la vérité. Mais c'est la vérité. Et à ce moment-là, c'est la pression qui est interdite par la loi. Donc on peut aller au tribunal. Mais est-ce qu'on va mettre des gamins de 15 ans au tribunal? Mais non, on ne va pas transformer. Donc on a préféré proposer l'interdiction. Voilà, pour que les pressions ne puissent plus... Et ça, j'enseigne aux États-Unis, c'est ce qu'ils font aussi. Dans des espaces où il y a des enfants mineurs, la loi doit réguler les choses un peu différemment. Et c'est pour ça. Donc la loi qui interdit, c'est une loi anti-pression. Voilà, c'est pas une loi anti-loi. Ni dans un sens ni dans l'autre. Voilà, c'est une loi anti-pression. Voilà. Le problème après, c'est l'interprétation et l'adaptation dans les établissements scolaires, quoi. Aujourd'hui encore, quoi, non? Voilà, mais si vous voulez, si vous expliquez, moi quand je suis invité à faire des conférences dans les lycées, alors je dis, écoutez, vos parents vous ont transmis leurs idées, leurs croyances ou leurs non-croyances sur la religion. Ensuite, vous avez le droit de faire votre propre chemin en toute liberté de conscience. Si quelqu'un fait pression sur vous, cette personne peut aller en prison. Et si vous faites pression sur quelqu'un, vous pouvez aller en prison. Et si votre prof n'a pas de signe, c'est pour pas faire pression sur vous. Eh ben, ils comprennent ça. Mais ils aiment bien. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Patrick Veil, le truc, c'est que ce sujet, ce débat sur, par exemple, les mamans qui accompagnent aujourd'hui les enfants et qui portent le voile, c'est-à-dire qu'on est en faute à vouloir faire que le voile disparaisse. Ça, c'est des débats tout à fait légitimes. Mais à la fin, comme ça se passe, c'est les juges qui décident. Parce que vous avez là une histoire où, par exemple, les bonnes sœurs, à l'époque, il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui, qui se baladaient avec des tenues. C'était tout à fait autorisé. Bon, alors vous ne pouvez pas faire une loi spécialement pour le voile. Bon, ce que vous pouvez faire... que là, ce sont, attention, des religieux qui sont engagés. Oui, mais vous pouvez avoir une femme engagée dans sa foi. Ça, la loi le permet. Ce que la loi ne permet pas, c'est qu'elle fasse pression. Et c'est ce que dit d'ailleurs le Conseil d'État. C'est-à-dire que si cette maman qui accompagne se met à commencer à faire cette campagne, c'est terminé, dehors. Voilà, donc ça c'est prévu. Vous voyez, il faut avoir... notre loi sera d'autant plus respectée qu'elle s'inscrit dans toute notre histoire. Et qu'on ne dit pas, ah ben on a fait une loi spéciale. Non, c'est pas une loi spéciale, c'est une loi qui a toujours existé. Allez, Sylviane. 0826 300 300. Sylviane qui nous appelle de Saint-Étienne. À côté de Saint-Étienne. Bonjour Sylviane. Bonjour Sylviane. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Monsieur Veil. Je suis très contente de vous entendre, c'est très intéressant ce que vous communiquez. Je suis d'accord avec vous, la laïcité c'est un principe de liberté, la liberté de croire ou de ne pas croire. C'est un fondement de notre société. Mais par contre, je pense que si chacun est libre de pratiquer sa religion, ça doit rester dans le domaine familial. Ça ne doit pas devenir quelque chose de public, une affaire publique. Et parce que
du coup, dans un pays comme le nôtre, si ça devient public, ça va à l'encontre de nos coutumes. Parce que nos coutumes, c'est quelque chose de très important aussi. Vous dites que oui, on peut être libre de porter le voile par rapport à la loi, mais il y a quand même aussi nos coutumes. Aujourd'hui, quand on est européen, si on va en vacances dans un pays musulman, on se balade pas comme on veut. On prend pas une tenue qui n'est pas adaptée au pays. Et je pense que c'est une question de respect des coutumes, respect de la façon de vivre des gens du pays dans lequel on se trouve. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que s'il y avait cette marque de respect, je crois que ça serait beaucoup plus facile d'accepter un petit peu des différences. Mais aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que la plupart du temps, le voile, c'est plutôt une provocation. Alors ça, c'est justement l'espace public civil, hein. Vous avez un chapitre qui est consacré, le chapitre 8, donc sur ce que dit à l'instant Sylviane. Restez avec nous, hein, pour dialoguer avec Patrick Weil. Alors, sur ce là sujet. Où vous avez raison, c'est que bien sûr que le voile est un instrument de certains groupes qui font campagne pour que les femmes de culture musulmane le portent, pour les inciter à le porter, parfois pour les forcer, etc. Bon. Et ça n'est pas toléré par la loi et ça peut mener en prison. Mais c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, à mon avis, c'est ça qu'il faut viser. Oui, mais comment faire la différence ? Faire la différence, c'est là où il faut former les policiers, former les juges, qui ne le sont pas. Ouais. Et je le dis franchement, je préférerais qu'ils fassent ça plutôt que d'arrêter les consommateurs de hashish qui voient bien que ça ne sert à rien. Mais former les policiers, quand les femmes sont forcées dans leur enceinte familiale. Eh bien, vous savez, moi, je pense, ça fait des années que je dis, il faut un numéro vert laïcité. Il faut qu'on puisse appeler en disant, il y a ma voisine là, il faut que vous en occupiez. Ouais. On ne l'a pas fait, on n'a rien fait. Je suis désolé. Ouais. On a laissé les choses, on n'a rien fait. On n'avait pas vu qu'on avait ces instruments. Ouais. Bon, et là, ce que je raconte dans mon bouquin. Ouais. Donc il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire la loi prévoit. Et après, je rappelais quand même, Madame, vous dites oui, on n'a pas l'habitude. On a perdu l'habitude parce que évidemment. Les bonnes sœurs, il y en avait beaucoup. Il y avait des arrêtés anti-soutanes. Il y avait des maires anticléricaux qui avaient pris des arrêtés pour interdire le port de la soutane sur le territoire de leur commune. Ouais. Ils ont été annulés par le Conseil d'État. Donc, la loi de 1905 permet... Déjà, c'est une formidable rupture que de dire que l'État est neutre, que les professeurs, tous les agents des services publics, tout ça, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Oui, quand on regarde en Grande-Bretagne, on va déjà très loin dans la limitation de l'expression publique de la foi. Mais voilà, la rue, c'est un espace libre. Alors, on peut être choqué, mais ça... C'est Voltaire, parce que Voltaire, c'est quand même notre tradition, qui a fait un essai sur la tolérance. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui nous choquent, mais s'il y a le respect de la loi... Eh ben, il faut l'accepter. Oui, mais ce sont dans les espaces publics où c'est là, c'est là où vraiment, c'est là où il y a le moins. S'il y a une pression, on la voit. Ouais. Moi, je serais beaucoup plus partisan d'aller regarder dans les immeubles, parce que là, le code pénal, il s'applique partout, même sur le lieu de culte. Vous n'avez pas le droit de violer la loi sur le lieu de culte. Et ben ça, mais on ne s'en occupe pas. Mais est-ce que justement, il ne faut pas pointer les prédicateurs religieux, par exemple, mais quelle que soit la religion, tous. Mais bien sûr, mais c'est prévu par la loi, là, l'article 35 permet de les mettre en prison. Mais est-ce qu'on l'a fait à ce titre, puisque le ministre a dit que ça ne s'appliquait pas? Donc c'est tout, c'est ce que je dis. Je dis, il faut savoir quels sont les prédicateurs. Pour moi, c'est beaucoup plus une priorité qu'une femme voilée, qui ne fait rien que dire, je crois, ça c'est ma croyance, je le fais. Vous voyez? Sylviane, sur ce que dit Patrick Weil. Eh ben, moi, je pense que effectivement, la loi c'est une chose. Par contre, les coutumes, nos coutumes, c'est pas forcément toujours, elles répondent pas toujours à la loi, mais nos coutumes, c'est quelque chose qui est important quand même dans notre quotidien. Et moi, je vois pas trop comment on peut aller réprimer des gens quand ils sont dans des cités où aujourd'hui les policiers ont déjà du mal à mettre les pieds par rapport au trafic de drogue. Je vois pas bien comment ils pourraient intervenir par rapport à un port de voile, quoi. Parce que c'est une tenue vestimentaire, c'est pas non plus dangereux. Et voilà. Moi, je pense qu'il y a plutôt qu'il y aurait quelque chose à faire sur l'incitation au respect de nos coutumes. Oui, mais là, on parle d'éducation. Oui, on parle. Et puis surtout, on blesse. Il y a des gens qui. Je veux dire que notre priorité,
c'est la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre la violence, c'est la lutte contre des intégristes qui veulent imposer la loi de la religion. Et je pense qu'il faut savoir quelles sont nos priorités. Et pour ce combat-là, comme l'a fait Clémenceau et Briand, il faut que les croyants qui respectent la loi se sentent bien dans la loi de la République. Et moi, ça, c'est ma priorité. Oui. C'est que, oui, madame, vous pouvez être choquée, c'est une coutume, bon, voilà, mais c'est la loi. Et il faut que tous ceux et celles qui respectent la loi soient ensemble contre ceux qui la violent. Oui, voilà. Mais n'est-ce pas inquiétant aussi quand même quand on voit des sondages d'opinion qui sont faits auprès de jeunes générations qui disent qu'ils ne reconnaissent pas les lois de la République. Mais c'est parce que... Attendez, et que la loi de leur religion, entre guillemets, pour ne pas adopter un autre mot, est plus forte que les lois de la République. D'abord, ce que j'ai dit sur l'enseignement de la laïcité... On voit le résultat dans les sondages. Oui, hein. Oui. Les jeunes, comme ils en ont marre, ils rejettent, etc. Donc ça, c'est très mauvais. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. C'est pour aider les profs et les parents à éduquer les enfants. Oui, oui. Donc ça, c'est très important. Vous savez, on a tous été à l'école et on a eu des profs qui étaient chiants et d'autres qui étaient bons. Bon, mais quand vous avez un prof qui est chiant, vous zappez. Hein, voilà. Bon, donc là... moi, je pense que ça, c'est fondamental. Ouais. Alors, après, vous pouvez avoir des phénomènes je dirais, de volonté d'intervention radicale, etc. Mais ça, on est intervenu au moment de la commission Stasi, on a proposé, le Parlement a voté, voilà. Mais je veux dire qu'il faut d'abord, je pense que la laïcité, elle gagnera. Vous savez, je donne l'exemple de l'assistance à personne en danger. Je ne sais pas comment on l'a appris, mais on le sait. Que si une dame tombe dans la rue, on se précipite, on porte assistance. Mais c'est en fait dans le code pénal au départ. Oui. Ça veut dire, si vous ne portez pas assistance, vous risquez une peine d'amende ou de prison. Mais c'est devenu une éthique. Et ben moi, je pense qu'il faut apprendre cette liberté de respecter l'autre, de ne pas faire pression, ça devienne comme une éthique. C'est dans le code pénal, si on fait pression, mais il faut l'apprendre comme ça aux enfants. 0826 300 300, vous avez envie de parler, de poser vos questions. On revient dans un instant avec Patrick Veil de la laïcité en France aux éditions Grasset. Et on est ensemble jusqu'à 10h. Patrick Veil est avec nous de la laïcité en France aux éditions Grasset. Patrick Veil, est-ce que finalement il aurait fallu inscrire le droit au blasphème dans cette loi de 1905 ? Non, parce que là, il y a une distinction qui a été faite tout de suite au moment de la Révolution. Pourquoi ? Parce que, au moment où la Révolution démarre, les Français sont sous le choc d'une affaire atroce qui a été l'exécution, la décapitation du chevalier de la Barre. Un jeune de 19 ans. Alors, il y avait eu une tempête à Abbeville, dans la Somme. Une croix s'était un peu abîmée avec le vent. On a cherché qui avait fait ça. On a trouvé qu'il y avait un groupe de jeunes qui avaient bu, qui avaient vomi sur une tombe, etc. Ou qui s'étaient pas découvert. Et il est poursuivi, condamné à mort. Le roi refuse la grâce demandée par l'évêque. Et il est condamné à être décapité après avoir été les os brisés. Une fois qu'il est décapité, on met sur son corps avec une épée le dictionnaire philosophique de Voltaire et on le brûle son corps. Et cette affaire... Sympathique. 40 ans plus tard, 1807, le grand juriste de la Révolution dit « La France tremble encore du martyre imposé aux chevaliers de la Barre. » Et à partir de la Révolution, et c'est dans le code pénal de 1791, la liberté d'opinion, surtout, y compris la religion, devient libre. Et donc le blasphème est devenu, c'est un droit absolu. Et ça vient de là, en disant, on ne peut plus réguler ça, ça doit être totalement libre. Ce qui s'est passé là, ça a été un basculement pour des Français catholiques, toujours catholiques, et qui refusaient qu'on use de la religion pour faire cette horreur. Et non, mais ça fait du bien de le rappeler aussi. Alors aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui est avec nous maintenant, hein, c'est ça, de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bonjour.
Mais écoutez, moi je voudrais déjà me mettre en défaut total de votre auditrice précédente. Ça mérisse les poils quand j'entends parler de coutume ou quand on commence à parler de religion. Sylviane, voilà. qui était avec nous. Qu'on salue au passage, d'ailleurs, puisque bon, donc évidemment, elle était avec nous tout à l'heure. Oui, Jean-Marc. Et quand on parle de coutume, voilà, on cible très précisément une religion. Je suis bien désolé, en étant athée, il y a une coutume qui veut que quand on croise un curé, une bonne sœur, on l'appelle mon père, ma sœur, mon seigneur, qui vous voulez, ma mère. Je suis désolé, c'est pas ma mère, c'est pas mon père, c'est ma sœur. C'est rien du tout, c'est monsieur ou madame. Ben oui, mais c'est une coutume. Oui, donc les coutumes, faut arrêter. Ça, super quand même. J'appelle ça du racisme religieux. Voilà, point à la ligne. Maintenant, pourquoi la laïcité n'est pas aujourd'hui pratiquée? Je vais prendre un exemple très simple et je vais même stigmatiser pour que tout le monde comprenne. Je pense à une élue du sud de la France, de Marseille précisément, la sénatrice Boyer. Qui a toujours ostensiblement sa croix sur le pectoral et qu'elle bombe le torse pour montrer qu'elle est catholique. Eh bien ça, je suis désolé, c'est une élue de la République. Voilà la laïcité par où ça commence. C'est de ne pas montrer effectivement de quelle obédience. Je finis. Allez-y, Jean-Marc. C'est un élu de la République. Monsieur Veil l'a très bien expliqué. On doit ne pas montrer quand on est élu de la République, quand on est instituteur par exemple, pourquoi il n'y a pas effectivement de signes ostentatoires religieux parce que tout le monde est égaux dans la République. Deuxièmement, quand il y a des sujets sociétaux qui sont traités à l'Assemblée nationale, je vais penser au mariage pour tous, je vais penser à la mort assistée, qu'on vient de parler. Qui c'est qui monte en premier? Quels sont les discours que l'on entend? La religion. Nous sommes en France. C'est inadmissible parce que la religion, parce que le mariage pour tous, c'est catholique le mariage. Non, je suis désolé. Dans le pays, c'est une union civile parce qu'on passe devant le maire en premier. Et c'est lui qui compte, c'est pas le mariage, qui est effectivement un mot qui est utilisé dans l'Église. Et pour la mort, c'est la même chose. On nous a parlé que c'était un crime, qu'on ne reconnaissait pas que si que là. On s'en fout. C'est, comme l'a dit M. Veil, la laïcité qui doit prévaloir. Et malheureusement, dans le domaine public aujourd'hui, et il l'a très bien dit aussi pour la mosquée, on utilise malheureusement à défense la laïcité parce qu'en fait, ça devient aujourd'hui une arme électorale pour ne pas froisser les autres religions. On l'a bien vu encore avec les attentats épouvantables qu'il y a eu avec l'égorgement de cette policière. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez les tweets qui ont été lancé par la France Insoumise. On ne parle que d'attentats ou on ne parle que de crimes. On ne dit plus, alors que, souvenez-vous sur les autres attentats, c'était à chaque fois, parce qu'il y avait eu ce cri d'Allahu Akbar, eh bien on parlait d'attentats islamistes. Tiens, comme par hasard, à un an des élections, on ne parle plus à gauche d'attentats islamistes, on parle de crimes ignobles, quoi que ce soit. Voilà le problème aujourd'hui. C'est qu'on n'attaque pas exactement là où il faut taper. Monsieur Veil l'a dit, on a fermé une mosquée, on n'a pas attaqué le prêcheur. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, restez avec nous, Jean-Marc. D'abord, sur Valérie Boyer, donc, qui effectivement qui exhorte un peu, évidemment, sa croix, souvent, lors de ses interventions à l'Assemblée nationale ou au Sénat, je ne sais plus. Alors, écoutez, je veux pas... Est-ce que c'est dans les règles? Moi, ou pas les règles, c'est les fonctionnaires. Alors, les instituteurs, comme l'a dit monsieur, ça... Les fonctionnaires. Les politiques, moi je me souviens qu'il y avait à l'Assemblée nationale, quand j'étais jeune, un chanoine qui s'appelait Chanoine Kirk, qui était le maire de Dijon. Et je crois que ça ne l'empêchait pas de rentrer à l'Assemblée avec son habit. Avec ça. Donc, c'est pas la même époque. Oui, mais écoutez, la loi, la laïcité, vous savez, on a discuté en 1905, est-ce qu'il faut l'appliquer à l'Algérie? Il y avait 3 millions de musulmans en Algérie. On a dit oui. Bon, il faut pas, la France, c'est pas nouveau. Les musulmans en France, c'est pas nouveau. Bon. Donc, c'est une loi universelle. Voilà. Donc, après, si Madame Boyer porte la croix, elle ne peut pas après dire s'il y a une collègue qui va porter le voile, c'est scandaleux. Ça ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut être cohérent. Je veux dire, il ne peut pas y avoir une place pour la croix et pas de place pour... Donc, et peu importe, là, comme le disait Jean-Marc... La loi est universelle en France. Il n'y a pas de loi spéciale. Donc, il y a un universalisme de la loi. Donc, c'est tout. Bon, et il y a une instrumentalisation, ce que disait Jean-Marc par ailleurs aujourd'hui, justement. Alors il y a une instrumentalisation, mais moi je dis qu'elle est beaucoup liée à l'ignorance. Voilà. Parce que je vais vous dire, regardez, vous savez, il y a ce débat, je dirais, il y a grosso modo, deux camps.
la laïcité. Ils disent appliquons la loi, ça a bien marché. Bon. Et puis les autres disent bah oui, mais enfin il y a l'islamisme, il faut avoir des instruments nouveaux. Oui. Mais les premiers, quand ils disent appliquons la loi, ils ne parlent pas des instruments que je raconte dans mon bouquin. Oui, c'est vrai. Et puis les autres, ils ne les connaissaient pas non plus. Oui. Donc si vous voulez, peut-être qu'on peut regarder si déjà ces instruments, si on les utilisait bien, si on mettait les forces, si on formait les policiers, les juges, si on y mettait le paquet, peut-être que ça aurait marché depuis déjà des dizaines d'années, comme ça a marché sous Clémenceau et Briand. Oui. Et puisqu'on les a ignorés. Oui. Bon, qui était peut-être aussi une autre époque plus simple avec moins de religion, non ? Écoutez, quand le chef de l'Église catholique. À l'époque, la France, c'est 80. Et puis, même les instituteurs vont à la messe. La fille aînée de l'Église. Voilà. Appel à la sédition, quand même un énorme. Vous savez, moi je me dis Clémenceau, finalement, on l'a eu président du Conseil pendant 2 guerres. La première, c'était la quasi-guerre civile avec l'Église, il nous a sauvés, il a gagné. Et la deuxième, c'est la guerre mondiale, il a gagné aussi. Et le reste, les autres fois, on n'en voulait plus. Et les repas différenciés, par exemple, dans les cantines, qu'est-ce que dit la loi là-dessus ? Alors, maintenant, le Conseil d'État vient de prendre une décision qui est une décision je dirais, de grande souplesse. C'est-à-dire que les maires ne sont pas obligés de faire des repas différenciés. Et si ça n'est pas contraire à la laïcité que d'offrir une alternative qui tienne compte des proscriptions religieuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous donnez des légumes, par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire des repas. Les repas alternatifs ne veut pas dire repas spéciaux, enfin repas spécialement confectionnés. Vous voyez d'ailleurs, ça poserait d'autres problèmes. Mais proposer du végétarien, c'est totalement acceptable pour des juifs ou des musulmans. Donc voilà, si vous dites vous offrez de la viande, vous offrez un repas végétarien, et puis voilà. Donc, mais c'est pas obligatoire. C'est une alternative offerte aux élus. Pour revenir au voile, il y a eu une polémique il y a une quinzaine de jours au moment de la loi sur les principes républicains, notamment sur ce que voulait faire passer un certain nombre de députés, c'était l'interdiction du voile aux fillettes. Est-ce que là, dans les textes, il y a... non, parce que ça touche à l'éducation des enfants. Alors là aussi, moi je ne veux pas c'est un sujet... Non, vous exposez, vous êtes neutre. C'est l'éducation des enfants. Moi, là, c'est la sphère privée. Ben oui, c'est-à-dire que vous allez, à ce moment-là, vous lancez du point de vue du droit, dans des opérations... Non, mais bien sûr, c'est la sphère privée, mais ça peut se déporter ensuite dans la sphère publique à l'école. De toute façon, déjà, à l'école, c'est interdit. Normalement, c'est interdit. C'est totalement interdit. Non, ça a été totalement appliqué. Ça, franchement, la loi, alors, elle a été interprétée... par les uns en disant c'est rien du tout parce que c'est que l'école publique et on en voit dans la rue, etc. Ce que votre auditrice disait tout à l'heure, et par les autres en disant c'est discriminatoire, etc. Donc de toute façon, mais la loi a été appliquée, bien appliquée. Voilà. Alors moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que on parle de ça, mais pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale avait supprimé cet article qui permettait de condamner l'imam de Pantin. Donc le Sénat l'a rétabli, et je pense qu'il faut la maintenir, et que c'est ça la priorité. Et s'en servir. Et s'en servir, voilà. Bon, il y a déjà beaucoup d'instruments, c'est ce que vous dites, effectivement, dans cette loi. Donc, autant les utiliser, peut-être revoir un petit peu les choses. C'est le sens de ce livre. Toute la partie numérique. Oui, alors, également. Voilà, il faut adapter la loi, parce que, par exemple, il a mis la vidéo sur Facebook, c'est pas prévu par la loi de 1905. Ils auraient dû. Mais vous voyez, c'est là où le juge peut intervenir, parce qu'il peut dire, tel que je lis la loi de 1905, ça s'applique à des posts sur Facebook. Et le gouvernement aurait dû tenter ça. Parce que c'est comme ça que le juge fonctionne. C'est l'esprit de la loi, voilà, on l'applique. Merci beaucoup, Patrick Weil, de la laïcité en France aux éditions Grasset. Alors, je rassure en fait les auditeurs qui disent oh là là, mais est-ce que c'est une Bible ? Alors c'est une Bible, mais courte. C'est-à-dire que c'est une centaine de pages, 130 pages, je crois. Donc et voilà. Non, mais c'est bien pour avoir tous ces repères, parce que c'est ce que vous avez voulu faire passer à travers. Voilà, moi je pense qu'à la fin, on a les idées un peu plus claires. Après, on peut gueuler encore et dire c'est pas ça que je veux, mais au moins on sait de quoi on parle. En matière d'histoire, c'est blindé. Merci beaucoup, Patrick Weil, d'avoir été avec nous, de la laïcité.